Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de match après match, votre talk 100% football. On se retrouve en direct tous les lundis pour parler de l'actualité footballistique de la semaine. Et nous avons réuni aujourd'hui tous les éléments qui vont nous permettre d'évoquer le football en profondeur. Le joueur Christopher Routis du Servette FC, le journaliste André Boschetti de Sport Center, Gilbert Gress, ancien joueur, entraîneur, désormais homme de télévision. Et enfin, Lorenzo Falbo. Pour compléter le panel, il fallait un agent. Le voici. Bienvenue, messieurs, dans le cadre de ce match après match. Nous sommes, vous le savez, en direct sur les réseaux sociaux, sur Twitter via le hashtag TCMAM ou encore sur Facebook, sur notre page Téléclub Sport Romandie. Alors, messieurs, ce week-end et la semaine passée, les supporters ont donné de la voix. Par exemple, mercredi, regardez, en Coupe de Suisse, à Lucerne, lors du match face à IB, les supporters ont cadenassé les buts pour protester contre l'horaire du match qui était à 19h, Ligue des Champions oblige. Et puis, il y a également un chiffre qui m'a choqué ce week-end. Ce sont les 4371 spectateurs recensés à la Maladière à l'occasion du derby entre Sion et Xamax. Sans doute, peu de monde, sans doute parce que les ultras de Sion, qui n'ont pas aimé la condamnation d'une cinquantaine d'éleurs pour émeute, ont décidé d'aller soutenir la deuxième équipe du FC Sion. Du coup, par solidarité, ce sont les ultras de Xamax qui ne sont arrivés à la Maladière qu'en deuxième mi-temps avec une banderole « La famille d'abord ». Alors ça, c'est quand même marrant parce qu'on se tape sur la gueule durant toute la saison, si vous me passez l'expression. Et puis, on parle de famille pour finalement défendre le mouvement ultra. Comment vous le percevez, ce mouvement ultra ? Qui se lance ? C'est un esprit de solidarité quand même, quoi. Il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer et qu'il ne faut pas expliquer, quoi. C'est comme ça, quoi. Mais c'est bien, il y a un esprit de solidarité quand même, quoi. De la compréhension ? Le joueur qui voit les supporters déserter le stade ? Oui, je pense que voilà, les supporters neuchâtelois, comme on l'a dit, ils ont voulu être solidaires avec les supporters de Sion. C'est clair que par moment, il peut y avoir des chauffourées entre supporters, mais dans ces moments-là, c'est vrai que suite à un horaire de match non apprécié pour eux, je pense qu'ils ont préféré être solidaires. Et c'est là qu'on voit l'importance des ultras. 4300 spectateurs seulement pour un derby quand même qui était important. En tout cas, que l'on soit pour Xamax ou pour Sion, ce match était crucial ce samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Valaisans ont réalisé une très très mauvaise affaire. Alors la semaine passée, je vous disais qu'il pouvait y avoir au terme de ce derby 10 points ou seulement 4 points d'écart entre les deux clubs romans. Eh bien, on vit le deuxième scénario. Aujourd'hui, le FC Sion est plus près des relégables que des places européennes. Alors nous avions ce week-end un grand témoin à la Maladière, c'est Nicolas Emmenecre qui commentait ce match. Votre avis, Nicolas ? Le FC Sion a déçu sur toute la ligne samedi. Un FC Sion qui a été battu dans presque tous les duels, qui était en retard sur son adversaire, qui certes a tiré plus souvent au but, mais les plus grosses occasions, elles ont été pour Neuchâtel Xamax. Sion qui est, et les joueurs en particulier, perdus sur le terrain. On a le sentiment que ces éléments ne savent plus quoi faire avec les changements incessants de Murat Yakin, non seulement d'un match à un autre, mais aussi au cours d'un même match. On a vu par exemple un Bruno Morgado qui a commencé la partie au poste d'ailier gauche, qui a fini au poste de latéral droit. Kazami a été chercher des informations du côté de Murat Yakin en cours de rencontre. Il a dû les transmettre aux éléments sur le terrain et beaucoup d'incompréhension de ces joueurs. On a même vu un Murat Yakin assez dépité qui s'est installé posé, assis sur le banc, non pas proche de la ligne médiane, mais à l'opposé. C'est quand même des signes qui ne sont vraiment pas très rassurants. Oui, merci Nicolas. Alors, on va faire un rapide tour de table parce que finalement, c'est un peu préoccupant quand on entend ça. Très préoccupant, oui. Surtout le FC Sion, dans son histoire, c'est un club qui a souvent fonctionné à l'émotion. Ses nombreuses victoires en finale de coupe en témoignent. Et puis là, il me semble que c'est l'encéphalogramme plat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie, il y a beaucoup moins d'émotions. Et ils sont dans une spirale qui peut être très dangereuse, qui me rappelle un peu, sur le plan psychologique, celle du Lausanne Sport de l'année dernière. Maintenant, c'est clair que l'effectif à disposition de Murat Yakin est sensiblement plus élevé qualitativement que celui dont disposait Fabio Celestini. Mais le week-end prochain, avec ce duel contre Grasshopper à Tourbillon, s'il ne se solde pas par une victoire, je ne parle même pas de nul, ça risque de déclencher la crise du côté de Tourbillon. On reparlera de ce match contre Grasshopper. Christopher, votre avis ?
C'est un peu inquiétant. La situation de Sion, là, elle s'est dégradée très rapidement. Hein. Non, c'est clair. Après, j'ai l'impression que ce club s'en sort toujours au fil des années, depuis que je suis ici. Mais je pense que c'est surtout pour les joueurs que ça doit être compliqué, avec notamment, comme on l'a évoqué, les changements de système répétitifs. Peut-être que parfois, pour des joueurs, ça peut être difficile de s'adapter. Et donc voilà, j'espère qu'ils vont trouver une stabilité pour rester dans cette ligue. Gilles Bergras, je sais que vous n'aimez pas trop parler du FC Sion, mais c'est vrai que finalement Sion s'en sort toujours. Quel que soit une chose est certaine, la démonstration sur le terrain. Sion est presque toujours en crise, même quand ils ne perdent pas. Alors quand ils perdent, raison plus d'être en crise, quoi. Oui. Voilà, c'est tout. Vous l'apercevez, cette crise, Lorenzo Falbo? Non, je pense que le Sion, on l'a dit, au niveau de l'effectif, je pense qu'ils ont un effectif de qualité. Effectivement, il y a un manque de stabilité. On sait que dans le football aujourd'hui, s'il n'y a pas de stabilité, c'est très difficile d'obtenir des résultats. J'ose croire que l'FC Sion va se relever contre Grasshopper, qui est aussi dans une situation très compliquée. Donc je pense que ce match va être très très intéressant et effectivement une victoire s'impose, obligatoire pour le FC Sion. Alors vous parlez de stabilité. Moi j'ai envie de me demander aujourd'hui si le problème finalement ne se situe pas un peu au niveau de Murat Yakin, l'entraîneur. En 18 matchs, il a changé 17 fois son équipe. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ça ne fait pas beaucoup de sécurité dans le jeu des joueurs. Il y a de quoi y perdre son latin. Un exemple parmi d'autres, celui de Pashtim Kessami, quelques instants après la rencontre de ce samedi. Oui, c'est difficile à dire maintenant. Je ne sais pas des mots. On a fait un mauvais match et ça. En première mi-temps, on a senti que vous avez voulu jouer, mais Xamax semblait plus agressif. Ça vous a sorti un peu de votre match? Non, on avait aussi une autre occasion. Le premier but, je dois regarder encore, mais le deuxième but, c'était trop facile. Le deuxième ballon n'était pas là. On l'a fait trop facile pour eux. Et oui. Il a l'air un peu perdu, hein, le pauvre Kazami, un peu à l'image d'allure du bonhomme qui se trouve derrière moi. Là, c'est Yakin. Yakin dit qu'il prend cette défaite sur lui. Finalement, c'est difficile de dire autre chose. Hein. Oui, c'est un constat flagrant, quoi. Et puis moi, de voir le désarroi de Kazami, ça m'interpelle et ça m'inquiète d'autant plus pour l'FC Sion. Il n'y a plus de repères, il y a plus d'émotions sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure, et il faut vraiment qu'il fasse attention. Maintenant, c'est vrai que le FC Sion finit toujours par s'en sortir, mais une fois, peut-être, eh bien, il y aura le couac que tout le monde redoute. Et l'année passée, avec Jacobacci, Sion était dernier et largement, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui se construisait. Il y avait des raisons d'espérer, et là, Sion a beaucoup plus de points, mais attention à la chute, elle peut être vertigineuse. Beaucoup plus de points, 6 matchs, 6 points avec Jacobacci, et là, on en est à 20 points en 18 Sion, à la même matchs. époque, l'année passée. Je crois 21 points l'année passée à la même époque, à mon avis. Ouais, c'est ça. Ils ont un peu plus de points, mais effectivement, le championnat est un peu différent aussi cette année. Gilles Bergras, qu'est-ce qui pousse un entraîneur à changer 17 fois son alignement sur 18 matchs? Écoutez, moi, il y a des blessés, vous me direz d'accord, mais il n'y a pas que ça. Dans cette situation, pratiquement jamais, parce que moi, j'ai toujours un contingent de 13 ou 14 joueurs maximum, plus quelques jeunes. Donc, je n'aurais jamais pu changer 10 ou 12 fois de position des joueurs, quoi. Donc, j'ai toujours un contingent très restreint. Et c'est vrai que moi, le football que j'ai apprécié, c'est que les attaquants défendent et les défenseurs attaquent, quoi. Et quand on était champion de France avec Strasbourg, mon arrière-droit, il marquait plus de buts que mon avant-centre. Ça, c'était ma conception du football à l'époque, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je n'ai pas rencontré ce genre de problème que pour rencontrer Mourad. Maintenant, je suis un peu surpris par Mourad quand même, parce que c'est un entraîneur qui a de l'expérience. Donc, je pense qu'il va pouvoir s'en sortir avec le FC Sion, quoi. C'est ce que je lui souhaite, d'ailleurs. Les automatismes, c'est essentiel sur un terrain, notamment en phase défensive. Ça cite quoi comme commentaire quand vous apprenez finalement chaque week-end que vous ne jouerez jamais dans la même composition? C'est clair qu'il peut y avoir surtout du doute aussi qui s'installe pour les joueurs. C'est rarement simple. Et voilà, après, je pense qu'il essaye de trouver la solution. Et c'est un entraîneur qui est expérimenté, qui a déjà montré qu'il avait une très très grande connaissance du football. Et je pense qu'au final, il va réussir à trouver la solution, puis il va sortir Sion de cette situation. On ne peut quand même pas dire que l'FC Sion, c'est un contingent, si vous me passez l'expression là aussi, de bras cassés. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que, bon, déjà, on ne ressort pas les principales qualités des joueurs. On a le sentiment que cette équipe n'a pas d'identité.
il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Mais peut-être le problème est là, peut-être. Peut-être le problème est dans la qualité de l'équipe, le contingent peut-être trop large de joueurs de qualité. Et puis, effectivement, l'entraîneur est peut-être un peu... il veut faire jouer presque tous les joueurs, et c'est compliqué. M. Gress le disait maintenant, quand on a un effectif plus réduit, de qualité, c'est peut-être plus facile de gérer que quand on a peut-être un contingent comme le FC Sion qui est, sur le papier... Bon, plus de 30 joueurs utilisés depuis le début de la saison. Plus de 30 joueurs. Moi, ça me surprend toujours, pas pour la session, mais pour l'ensemble des clubs. Les clubs, souvent, n'ont pas d'argent. Ils ont 30 joueurs, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe. Ils ont 7 ou 8 entraîneurs, ils n'ont pas d'argent. Moi, quand j'étais à Xamax, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais je voulais la qualité. Et quand on a la qualité, on ne peut pas avoir la quantité non plus. Donc, on était, comme je l'ai dit, on était 13 ou 14 joueurs, plus quelques jeunes derrière. On avait 2 équipes. Il y avait Rudi Negeli et moi, entraîneur. 2 entraîneurs pour 2 équipes, voilà. Mais on avait la qualité. Parce qu'on avait un contingent très réduit, quoi. Mais à votre époque, les contingents pléthoriques n'existaient pas, nulle part. Si. On n'avait pas des contingents de 30 joueurs. Comme moi, j'ai quitté Strasbourg, par exemple, comme joueur pour aller à Stuttgart. À Strasbourg, on était 13 joueurs à l'époque. Ça remonte. C'est vrai, ça remonte. Mais ça fait... Arrivé à Stuttgart, il y en avait 25 déjà aussi. Il y a quand même des équipes où il y avait plus de joueurs que nous, avec 13 ou 14 joueurs. Peut-être moins que maintenant. Moins d'entraîneurs surtout. À l'époque, il y avait 1 ou 2 entraîneurs, c'est tout. Maintenant, il y a 5 ou 6 entraîneurs par club, quoi. Non, mais peut-être le problème du FC Sion, c'est que pour Murat Yakin, il a une vingtaine de joueurs qui se valent. Il n'y a pas un noyau de 13-14 joueurs qui est au-dessus de la mêlée. Donc, il essaye de donner sa chance à tout le monde et ça fait qu'à FC Sion, on a une somme d'individualités, mais on n'a pas d'équipe. Ouais. Puis on a peut-être un problème d'attaquant aussi. On a beaucoup de joueurs milieu de terrain, défense. En attaque, on est un petit peu light, finalement. Ouais. Et c'est peut-être ça un peu le problème du FC Sion aujourd'hui, c'est que devant, ils n'ont peut-être pas ce tueur, ce buteur. Xamax, avec Pouloulou, a trouvé un joueur avec une... Oui, c'est un match aussi. C'est un match, mais c'est un joueur qui est en devenir et qui a une vitesse, effectivement, sur le synthétique à Neuchâtel. Oui, mais Xamax, c'est un joueur, par exemple, comme Sérédier, transfert hivernal, qui manque finalement. Il n'y a pas de Sérédier du côté de Sion. Non. Et lui apporte beaucoup. J'espère que sa suspension, elle ne va pas se prolonger pour Neuchâtel, parce qu'on voit l'importance de son expérience, de son charisme pour Neuchâtel Xamax. Ouais. On sait que Murat Yakin, finalement, il forme un petit peu son contingent, son équipe en fonction de l'adversaire. Ce n'est pas ce que fait Gaillard. Vous êtes dominant en Challenge League, mais vous allez imposer votre jeu. Finalement, quand on a de la qualité, c'est pour ça que je vous parlais d'équipes formées de joueurs qui ne sont quand même pas des bras cassés à Sion, il y a de quoi imposer son point de vue, non? Ce que vous faites avec Servette, finalement, adapter le jeu à l'adversaire, c'est peut-être pas la meilleure des solutions non plus. Oui, c'est vrai que dans ma conception du football, je pense qu'il faut plutôt essayer de démontrer ce qu'on peut faire et pas plutôt regarder sur l'équipe adverse, mais... voilà, chacun a sa stratégie, mais c'est vrai qu'après, quand on a un contingent qui est aussi large, avec beaucoup de qualité, comme c'est le cas à Sion, parfois ça peut aussi poser des problèmes, comme on l'a dit, parce que les joueurs peuvent savoir également qu'en cas de mauvaise performance, celui qui est derrière, il est du même niveau, donc le prochain match, on ne joue pas, et c'est vrai que ça peut installer un stress, entre guillemets, une frustration, quelque chose de négatif pour les joueurs. Il a tout à fait raison. Je pense que c'est une pression qui est mise sur les joueurs. Et effectivement, les joueurs sont sous pression. Alors en plus, les résultats ne viennent pas. Il n'y a pas un 11 de base qui est stable. Donc effectivement, il y a une pression sur les joueurs qui est énorme. Et d'autant plus que des joueurs qui font un bon match ne sont pas sûrs d'être même sur la feuille de match dimanche suivant. C'est un petit peu ce qui s'est passé entre, je ne sais plus avec quel joueur d'ailleurs, qui s'est retrouvé surnuméraire alors que, contre Xamax, alors qu'il avait joué contre Young Boys. Son nom m'échappe maintenant. Je ne vais pas vous couper. Allez-y. Ça dépend contre qui vous jouez. Si vous pouvez éliminer les points forts de l'équipe adverse, c'est une bonne chose aussi. Ça n'empêche pas que vous devez jouer vous-même. Maintenant, je dirais aussi qu'à Sion, c'est toujours l'entraîneur qui est responsable. Ça, on le sait. Ouais. Ils sont nombreux, les entraîneurs responsables. J'en ai connu quelques-uns là-bas qui ne perdaient pas et qui étaient quand même responsables aussi de... Enfin bon, bref. Oui, alors justement, je vais poser la question crûment. Est-ce que vous pensez... Il y a un match qui est en train de se dessiner le week-end prochain. C'est Sion contre Grasshopper. À Sion, donc. Oui. Est-ce que... ou à Zurich, je ne sais plus. Enfin bref, à Tourbillon, c'est ça. Oui. Est-ce que Yakin vit peut-être ces dernières heures, surtout s'il devait connaître des problèmes? C'est compliqué avec Christian Constantin.
Ouais, bon, ouais. Je veux dire que, de toute façon, c'est vrai que quand on est mal classé, qu'on ne gagne pas les matchs, il y a un qui est responsable, c'est l'entraîneur. On peut pas, comme on dit souvent, on ne peut pas éliminer 15 ou 20 joueurs. C'est clair que ce sera l'entraîneur. Maintenant, le prochain match, il faut que si on s'impose, ça c'est clair et net. Et ça, Mourad le sait très bien. Alors, ce FC Sion qui reste quand même sur une série assez négative, face à Grasshopper qui a perdu 8 de ses 9 derniers matchs. Grasshopper est quand même largement en dessous. Ah oui, oui. Quantitativement, il n'y a pas photo. Sion est nettement supérieur, mais voilà, ils ne brillent pas tellement à domicile cette saison. Ils ont beaucoup de peine à s'imposer devant leur public. Grasshopper perd 1-0 à la 96e contre IB. On peut imaginer qu'il y a quand même de quoi prendre un petit peu confiance. Ils vont pas venir. Voilà, ils vont pas venir à Tourbillon pour faire le spectacle. Si Sion n'arrive pas à marquer assez rapidement, ça va être très compliqué pour eux. Ouais, c'est vrai que cette victoire à l'arraché de Young Boys au Let's Ground face à Grasshopper rend bien un service quand même aux deux clubs romans, parce que ça permet finalement, notamment à Neuchâtel-Xamax, de faire un week-end assez extraordinaire. Ce que vient de subir Grasshopper, là, c'est un peu la scoumoune de la lanterne rouge. Hein. Quand rien ne va, rien ne va. Ça, c'est vrai. Moi, je les ai vus dernièrement, l'avant-dernier match, je crois, où j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bien joué, quoi. Et je me suis dit que c'est pas Grasshopper qui va être relégué, quoi. Maintenant, il suffit pas de bien jouer, il faut gagner aussi, quoi. Après, c'est une équipe très jeune, hein, donc il y a peut-être un manque d'expérience. Le but, je pense, voilà, on voit un peu un manque d'expérience. C'est une équipe qui est très jeune, qui a de la qualité, mais qui est très jeune. Contre le FC Sion, ça va être un match très intéressant parce qu'effectivement, le FC Sion a cette obligation de s'imposer. Mais en face, ils vont avoir une équipe jeune, qui a du talent et qui va rien lâcher, puisque eux aussi savent très bien que s'ils perdent ce match-là, ils s'enfoncent, on va dire, en tout cas dans les deux dernières places. Et ça va être compliqué. Puis la jeunesse risque d'être problématique à ce moment-là. C'est un coup d'assommoir qui va être très difficile à digérer. Il y a eu un changement d'entraîneur, on attend un choc psychologique. Vous commencez par une défaite dans les arrêts de jeu, puis une défaite contre une des équipes qui ne marche pas actuellement. C'est lourd à supporter. Ouais. On ne va quand même pas oublier, remettons aussi un peu les choses à leur place, on ne va pas oublier quand même que Sion aujourd'hui compte quand même encore 8 points d'avance sur la lanterne rouge. Une victoire contre Grasshopper, ça porterait à 11 points. Je pense que là, l'affaire serait réglée, en tout cas pour la position de relégable direct. Par contre, il y a toujours cette position de barragiste qui me permet quand même de dire un petit mot sur Neuchâtel-Xamax. On l'a dit, Xamax qui peut compter, on l'a vu ce week-end sur Sérédier, qui ne jouera pas vraisemblablement les 2 prochains matchs. Sérédier, il bonifie un peu tout le collectif, hein. Oui, c'est sûr, c'est un joueur d'expérience. Je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Neuchâtel. Et donc voilà, il amène quelque chose d'important, au milieu de terrain notamment, avec son agressivité, parfois un petit peu avec excès. Mais voilà, c'est un joueur contre qui j'ai déjà joué et qui est très important, je pense, pour une équipe et qui va être très important pour Neuchâtel pour jouer un rôle dans leur survie. Ouais. Agressivité, c'est peut-être ce qui a banqué au FC Sion, en tout cas sur les 2 premiers buts encaissés par les Valaisans ce week-end. Je vous l'ai dit, c'était donc le week-end parfait pour les hommes de Stéphane Anchaud avant le déplacement de Zurich. Ce sera dimanche prochain. Et puis pour rappel, donc Sion qui effectivement accueillera Grasshopper samedi. Match à suivre en direct sur Téléclub avec notre studio à partir de 18h30. Merci messieurs, on va déjà faire une première petite pause et on va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission. On évoquera notamment, et ça c'est pas un gag, le retour de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. A tout de suite. Le direct de l'UEFA Champions League vous est présenté par Nissan et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Un menu sport riche et varié vous attend ce week-end sur Téléclub.
Le football reste à l'honneur avec, pour commencer, le match de Bundesliga du vendredi soir où Gladbach attend Freiburg. La Raiffeisen Super League vibrera au rythme de la 25e journée avec 2 duels entre Romans et Zurichois. En Série A, un choc est très attendu dimanche soir à Milan, le derby entre l'AC et l'Inter. Le hockey sur glace et le tennis seront aussi au programme ce week-end. En NHL, les New Jersey Devils de Nico Hischier se déplacent dans le Colorado dimanche. Sur le circuit ATP, c'est le dénouement à Indian Wells. Les demi-finales de samedi et la finale de dimanche vous seront proposées avec commentaires en français. Gladbach, Freiburg, Sion, Getse, New Jersey, Colorado, AC Milan, Inter Milan et la finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Passez un bon week-end avec Téléclub Sport. Retour sur le plateau de match après match, toujours en compagnie ce soir de Christopher Routis et André Boschetti, de Gilbert Gress et de Lorenzo Falbo. Nous sommes au direct. Vous pouvez bien entendu réagir via les réseaux sociaux, notamment via Twitter, #TCMAM ou encore sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Cette semaine, vous le savez, sera encore marquée par la suite, la fin des 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Période compliquée pour certains favoris qui ont mordu la poussière et pour certains, c'est même répétitif. Rappelez-vous, il y a 2 ans, la fameuse remontada qui avait plongé le Paris Saint-Germain dans la crise, inqualifiable, avait titré l'équipe. 2 ans plus tard, rebelote, le PSG que tout le monde ou presque voyait qualifié se plante à la maison contre Manchester, le titre de l'équipe cette année, encore pire. En Angleterre, discours inverse où par exemple le Daily Mirror dresse une statue à Marcus Rashford qui scelle un succès miracle à Paris sur un penalty contesté, ou encore Metro qui titre It's All Time en insistant sur un nouveau miracle sous l'ère Solskjaer qui répétait depuis longtemps que la mission n'était pas impossible. Et puis en Italie, on préfère ne pas insister sur la bourde de Buffon. Du coup, l'exploit de Manchester est relégué en tout petit, tout en haut de la Gazzetta. Enfin, on ne va pas oublier le tenant du titre, le Real Madrid, tandis qu'à Paris, on cherche encore les coupables. As a déjà désigné le sien, le président Florentino Pérez, accusé par le quotidien sportif de ne plus assez investir dans l'équipe depuis 4 ans au profit du nouveau stade. Alors, le Real qui perd, le PSG qui, une nouvelle fois, est recalé en 8e de finale, avec quelles conséquences? On ouvre le chapitre des champions. Et on va sans doute parler technique et tactique d'ici quelques instants avec nos invités, mais il y a aussi quand même l'aspect émotionnel. Et de ce côté-là, notre supporter favori a été servi cette semaine. Hey, cette semaine, il s'est passé plein de trucs de fou dans le monde du foot. Ou alors plein de trucs de foot dans ce monde de fou, je sais pas. Le Real Madrid s'est fait sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions par l'Ajax Amsterdam. Du coup, ils vont pas pouvoir faire les 4 à la suite comme dans Question pour un champion. En même temps, quand tu laisses partir Ronaldo, puis tu dis non, c'est bon, on n'a pas besoin de le remplacer. Non, c'est vrai qu'un joueur qui plante 40 goals par saison, c'est pas indispensable. Alors je sais ce que vous allez dire, je m'acharne sur Sergio Ramos. Non mais là, c'est clairement du génie. Il y a 2 semaines, au match aller, Sergio Ramos, il a pris un carton jaune intentionnellement pour être suspendu au match retour. Comme ça, il était tranquille pour les quarts de finale. Ah, je vous avais pas menti, hein, c'est du génie. Alors là, c'est clair qu'il va être tranquille pour les quarts de finale, hein, vu qu'il va les regarder depuis son canapé. Les joueurs du PSG vont aussi pouvoir regarder les quarts de finale depuis leur canapé. Eux qui voulaient arriver au même niveau que le Real Madrid, bah ils ont enfin réussi. Hein. Malheureusement, c'est pas la bonne année. Ils se sont fait sortir de la compétition par les moins de 21 de Manchester United. Et les Parisiens ont réussi à se plaindre parce que pour eux, la main de Kipembe, bah, ça méritait pas penalty. Il y a une main dans les 16 mètres. Donc oui, ça peut mériter un penalty. Mais bon, je comprends la frustration. Non, c'est vrai que ça doit faire mal de perdre contre des joueurs qui n'existent même pas dans le jeu vidéo FIFA 19. Dimanche, en 2e division anglaise, il y a eu une scène surréaliste pendant le match entre Birmingham et Aston Villa. Un supporter de Birmingham a couru sur le terrain pour leur envoyer un coup de poing au visage du capitaine d'Aston Villa. Au début, je me suis dit, encore un coup de Sergio Ramos. Eh non,
Et à la 67e minute, il y a une très belle revanche vu que c'est le joueur agressé qui a marqué le seul but de la rencontre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment un sport aussi beau que le foot peut rendre les gens aussi cons. Ah bah je vous avais dit qu'il s'était passé des trucs de foot dans ce monde de fous. Alors j'ai une question. Pour vous, quelles sont les raisons du fiasco parisien? Alors, on va vous laisser ouvrir le débat, Gilbert Gress. Mais qu'est-ce qu'a fait le PSG pour perdre pareillement? Écoutez, moi, je suis surpris qu'à moitié. J'attendais cela depuis quelque temps déjà. Il y a eu un premier signe contre Guingamp. Ils sont éliminés à domicile contre Guingamp, qui est dernier au classement avec 4 victoires. Et puis, je dirais que, bon, la critique est facile et l'art est difficile quand on parle des entraîneurs. Mais il y a quand même eu quelques décisions un peu surprenantes de la part de l'entraîneur de Paris Saint-Germain. Il y a quelques temps, après un match de Coupe d'Europe, il avait donné 5 jours de congé à son équipe. Là, sur ce coup-là, je dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai eu dans ma carrière 15 ou 16 entraîneurs, j'ai jamais eu 5 jours de congé. Et dans ma carrière d'entraîneur, je n'ai jamais donné 5 jours de congé. Et là encore, après le dernier match, donc cette fameuse défaite, cette déroute, il a encore donné 3 jours et demi de congé. Alors moi... Vous êtes en train de me dire que Tourelle ne maîtrise pas vraiment toutes les donnes de son équipe. Non, c'est pas ça. Ça me surprend quand même, quoi. Mais il y a eu aussi cette mise au vert, la préparation du match. Ils se sont donné rendez-vous le matin pour un petit entraînement, ils ont mangé ensemble, et puis après, ils ont laissé libre dans Paris, jusqu'au soir à 19h, ils sont venus à leur propre voiture. C'est pas possible, un tel match de Coupe d'Europe, qu'on donne autant de liberté aux joueurs, c'est pas possible. Alors je vais quand même laisser un peu la parole à mes collègues, je pense que la et puis j'ai encore 2-3 choses à dire après sur Paris Saint-Germain, quoi. Et Lorenzo Falbo, cette remontada, on s'est fait traiter d'andouille par Pierre Ménès parce qu'on doutait... Non, mais je crois que ça couvait, comme le disait M. Gress, ça couvait déjà depuis un moment. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est le niveau du championnat de France. Le PSG, sur les 6 dernières années, sur 18 titres, ils en ont pris 14. Je pense qu'il y a une certaine suffisance. On le voit sur un match comme ça, ils ont peut-être certainement pas pris ce match au sérieux. Et je pense que le problème d'être dans un championnat peut-être où il n'y a pas une grosse compétition, parce que c'est le cas en France, aujourd'hui le PSG est largement dessus. Donc moi, pour moi, je pense qu'il y a de la suffisance. Pas le match au sérieux? Ouais, je pense qu'à ce niveau-là. Oui, à mon avis, c'est ce qui est arrivé, parce que même certains joueurs l'ont dit, comme Kimpembe dans la presse, ils l'ont dit, ils ont clairement pas bien préparé ce match. Pour eux, ils se voyaient déjà en quart de finale, et je pense que voilà, ça a été le gros problème. Ils ont certainement dû se dire que voilà, en jouant contre, entre guillemets, la baie de Manchester, ça allait passer, même en jouant à 50%, et en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Quand on prépare mal le match, c'est un peu la faute de l'entraîneur. Là, on a l'impression qu'il rejette un peu la faute sur l'entraîneur. Or, moi, sur le terrain, il n'y avait pas Neymar, mais enfin, Mbappé a fait un mauvais match. PSG n'a pas si mal joué fondamentalement sur l'ensemble de la rencontre. Enfin, il y a eu quand même quelques manquements individuels. Non, mais surtout, je pense qu'il les a confortés. Il se cache derrière l'entraîneur. Oui, ce qui les a confortés dans cette idée qu'ils allaient passer, c'est le match aller, où à Old Trafford, ils ont quand même dominé leur sujet de A à Z. Et puis, en voyant la composition d'équipe et tous les absents qu'il y avait à Manchester United, ils se sont dit, mais c'est une équipe B, c'est une équipe de Youth League, c'est absolument impossible qu'on perde même à 50%. Et c'est une erreur, mais colossale, qui ne devrait pas arriver à ce niveau-là. Et ça doit rassurer tous les entraîneurs de Ligue inférieure, c'est qu'au niveau du PSG, qui soi-disant veut gagner la Ligue des Champions, commet des erreurs aussi impardonnable. La préparation. Mais écoutez, Lorenzo Falbo, on a le sentiment effectivement que la Ligue 1 est trop faible pour le Paris Saint-Germain, mais qui est quand même alors très loin des Européens. Avec un contingent pareil, mais c'est incroyable. Ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est faible. Non, mais ils ont pas d'opposition. Ouais, mais moi, je me rappelle la grande équipe d'Ajax qui, pendant 2 ans, n'avait pas perdu, avec Cruyff à l'époque, n'avait pas perdu un seul match en championnat de Hollande. Ils ont gagné 3 Coupes d'Europe l'une après l'autre, quoi. Donc, je crois qu'il y a autre chose. Il y a l'institution. On parle toujours de l'institution à Paris. L'institution, c'est-à-dire que au-dessus de tout, au-dessus des joueurs, au-dessus de l'entraîneur, au-dessus de tout. Ce n'est pas le cas. Quand je prends le cas de Neymar, et là, je peux vous dire qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, ce qui me choque avec Neymar, ce n'est pas son salaire qui est indécent, c'est une chose, mais c'est surtout le comportement de Neymar. Quand je pense qu'avant Noël, le dernier match de championnat, M. Neymar est parti en vacances, en congé, déjà 8 jours avant tout le monde. Il n'avait pas participé. Au retour, il y avait le match contre Naples, où ils avaient perdu contre Liverpool le premier match, c'est un match important. Et ben, le match de championnat avant Naples, 3 jours avant, M. Neymar ne jouait pas parce qu'il rentrait seulement des vacances. Il ne pouvait pas encore jouer. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Si on ne fait pas ce genre de concession, on n'a peut-être pas M. Neymar dans le contingent. Ben, on ne l'aura pas.
Et maintenant, mais est-ce que le PSG est moins fort sans Neymar? Il se serait jamais permis ça à Barcelone, à Madrid ou à Turin. Il est blessé. À Barcelone, on voit bien l'attitude. Il va se soigner au Brésil. On le voit quoi sur une piste de danse à 4h du matin au Carnaval de Rio. Et le comble maintenant. Voilà la crise. On perd contre des coiffeurs, contre une équipe de jeunes de Manchester. Et M. Neymar accorde une interview pour dire qu'il se plaît bien à Paris. Bien sûr, on se plaît à Paris, c'est une belle ville. Et puis, payé royalement. Mais tout joueur rêve de jouer au Real de Madrid. C'est la catastrophe à Paris Saint-Germain. Monsieur parle du Real de Madrid. Mais alors, si je suis président de Paris... L'institution, tu lui donnes un billet d'avion et tu vas tout de suite à Madrid. Monsieur, vous êtes en train de faire un petit peu le procès d'un joueur qui n'était pas sur le terrain, je vous le rappelle quand même. Donc, non, mais je pense que M. Glass a raison, c'est l'ambiance générale du PSG. Si Neymar avait été sur le terrain, est-ce que le PSG se serait qualifié? Je pense qu'il serait qualifié. C'est un joueur qui est hors norme. Pour moi, c'est certainement le top 3 des meilleurs joueurs du monde. Après, voilà, je pense qu'on parle de Neymar maintenant, il n'était même pas là. Moi, je pense que le problème, c'était simplement le Paris Saint-Germain. On peut voir à un moment donné où ils mettent le 2-1, en deuxième mi-temps, ils reviennent sur le terrain, ils ne savent même pas s'ils doivent attaquer ou gérer. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé sur des chaînes françaises, on pouvait voir Thiago Silva et Dani Alves s'engueuler sur le terrain, parce qu'il y en a un qui disait on garde la balle, l'autre disait on attaque. Le Paris Saint-Germain, qui attaque tout le temps en championnat de France, il aurait joué comme ça. C'est 8 qui prenaient Manchester. Ils pouvaient toujours marquer 2 ou 3 buts. Ils prenaient 8 Manchester. Ils ont arrêté d'attaquer et ils se sont fait punir. Terminé. Les entraîneurs, ce soir, ils en prennent pour leur grade, là, parce que c'est un peu la faute à Tourelle. Non, mais je pense que c'est pas que la faute à Tourelle, c'est la faute aux joueurs et aux coachs. Bien sûr. Tout le monde a mal géré. Tout le monde a mal géré. Au club, en général. D'abord à la direction du club. Neymar n'était encore pas là. L'année dernière, il n'était pas là non plus. Alors, une blessure, c'est quoi? Oui, bien sûr. Une blessure, c'est quoi? D'abord, une blessure, c'est souvent manque d'intelligence, manque d'hygiène de vie et de la chance aussi. Et comme la façon déjà de jouer, Neymar, Rami, le joueur de Marseille, a joué contre Messi et contre Neymar. Il a dit quand Messi élimine un joueur, dribble un joueur, c'est pour l'éliminer. Et quand Neymar dribble un joueur, c'est pour l'humilier. Et c'est exactement ça. Alors, il est absent l'année dernière. Quand Messi est là tout le temps. Messi joue tout le temps, même s'il choisit un peu ses matchs, il ne court pas toujours pendant... Mais il veut toujours jouer. Et Neymar, trop souvent, comme vous l'avez signalé, est trop souvent absent, pour raison de blessure. Oui. Alors, s'il vous plaît, il se soigne à Rio sur une piste de danse. S'il vous plaît. Non, oui, la conscience professionnelle. Ça, c'est clair que c'est des choses qui ne sont pas pardonnables, que peut-être, un jour, s'il se retrouve à jouer au Real Madrid... Par exemple, peut-être qu'il ne le fera pas. Il paraît qu'à Barcelone, il n'est jamais pour l'anniversaire de sa sœur. Mais à Barcelone, la communication était différente. C'est comme quand vous dites l'institution, c'est-à-dire que le PSG a une grande équipe, mais n'a pas de club. Voilà. Et pour gagner une Coupe d'Europe, il faut avoir les deux. Ouais. Parce que Neymar devrait être un exemple. Et il n'est pas un exemple. Il est très doué, c'est un super joueur et tout. Mais c'est pas seulement ça. Regardez, moi j'apprécie Barcelone, Iniesta, Xavi, parce que c'est des garçons qui sont restés humbles. Ils ont tout gagné, champion du monde. Mais c'est des garçons qui restaient humbles. Donc c'est une certaine intelligence déjà. Et c'est pour ça que moi, Barcelone, j'ai toujours un profond respect pour eux. Encore une dernière remarque, le PSG doit tout changer maintenant. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Après leur premier échec, ils ont engagé Mbappé et Neymar, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont du souci à se faire en tout cas, c'est sûr. En tout cas pour la Champions League. Mais bien sûr, mais l'institution, ils doivent dire que c'est l'institution qui domine tout. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a une institution qui a tout dominé ces dernières saisons, c'est le Real Madrid qui a connu exactement le même sort que le Paris Saint-Germain. Alors, je vous le disais tout à l'heure, retour de Zidane au Real Madrid. C'est pas encore confirmé officiellement, mais enfin, c'est comme si c'était fait. C'est incroyable quand même ce truc, non? 1er avril, non? Bah non, il n'y est pas encore. Non. Incroyable, non. Qu'en pense l'agent? Non, incroyable, non, puisque aujourd'hui le Real Madrid... C'est vous qui avez fait le transfert? Non, malheureusement pas moi. Il peut prendre sa retraite après ça. Non, je dirais que je vois pas ça improbable. Bon, c'est encore pas confirmé, mais aujourd'hui le Real Madrid doit finir une saison. Ils doivent accrocher la 2e place minimum. Il n'y a plus rien d'autre à jouer. C'est peut-être le bon moment si Zidane veut revenir au club. Peut-être. C'est une façon de préparer. Ils ont 3 mois pour préparer l'avenir. Il va y avoir la révolution chez les joueurs cet été. Bien sûr. Maintenant, ils vont préparer la saison prochaine. Mais si on continue comme ça, ils vont peut-être faire un chèque de 150 millions à la Juventus pour reprendre Ronaldo. Non, je pense pas. Je pense que la succession de Ronaldo a mal été gérée. C'est quelqu'un d'autre qui va venir. Mais ça a mal été géré. On en parlait tout à l'heure. Mais bien sûr. Neymar parle du Real de Madrid. Alors tout dépend si Zidane a signé pour 3 mois ou pour 15 mois. Non, je pense signé pour 15 mois. À mon avis, il serait pas pour 3 mois.
alors c'est Neymar qui risque d'arriver à... Bon, enfin, on n'a pas encore cette confirmation officielle, mais c'est rigolo. Regardez un petit peu ce qu'on a vu sur Internet, notamment cet après-midi. On a appris à 15h40 cet après-midi de différentes sources que Zidane allait repartir entraîner le Real. C'est rigolo parce que 3 heures avant, Eurosport annonçait qu'il avait dit non pour sans doute rejoindre la Juventus. 2 heures auparavant, confirmation apportée par France Football. Et à 15h30, tout le monde retourne sa veste et le Real Madrid semble tenir la corde selon 36 Minuten et d'autres médias. Information finalement qui devrait être confirmée dès 20h en conférence de presse ce soir. Voilà. Vous êtes content, mais c'est les journalistes. Il y a de quoi dire. Bon alors, Zidane, c'est la solution ou pas? Moi, j'ai jamais été un adepte des soupes réchauffées. Ça marche rarement. Pour moi, pas sur ces 3 mois, mais sur la longueur, il a tout à perdre. Il a tellement gagné, tout lui a réussi pendant 3 ans. Il peut que ternir son image, parce que faire aussi bien que ce qu'il a réussi en 3 ans, c'est impossible. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que aujourd'hui, le Real Madrid cette saison, le Real Madrid je pense qu'on peut retourner très loin vers les 10 dernières saisons, a jamais autant perdu. Cette saison, c'est une catastrophe. On oublie cette saison. Voilà, c'est une saison catastrophique. Aujourd'hui de revenir, mais aujourd'hui de revenir avec un projet de reconstruction, puisque c'est ce qui se profile. Hein. On sait qu'il y a des joueurs cadres qui vont partir cet été. Ça, c'est clair, on le sait. Donc peut-être un projet de reconstruction. Oui, mais on sait que la reconstruction, elle demande du temps. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils peuvent transférer 10 nouveaux joueurs. Il y a une bonne base de joueurs. Oui, mais ils peuvent transférer 5-6 nouveaux joueurs. Ça ne va pas forcément prendre tout de suite. Mais vous savez, il a réussi l'exploit de gagner 3 Coupes d'Europe. Hein. Moi, je n'ai jamais réussi ça, même pas une fois. En 2 ans et demi. En 2 ans et demi, oui. Mais la dernière saison, il a eu un bol. Mais les 3 saisons, il aurait pu perdre. Oui, même. Il a terminé à 18 points derrière Barcelone, s'il vous plaît. Et le match contre Bayern Munich, il y a des matchs où il ne devait jamais gagner. Bayern est 2 fois meilleur. Il est malin quand même. Zidane, il réfléchit un petit peu. Il va dire que l'année prochaine, j'aurais plus cette chance-là. C'est pour ça qu'il a dit j'arrête. Maintenant, comme vous avez dit, il revient, il ne prend pas tellement de risques. On ne sait pas, mais c'est vrai que... Il finir 2e ou 3e et puis ça sur le présent, absolument. Moi, je fais une projection sur l'avenir. Ça, j'ai demandé s'il avait signé 3 mois ou 15 mois. Après, il y a Mourinho qui se profile, non? En tout cas, c'est un autre nom qui était sur la table en ce moment. Hein. De toute façon, on saura certainement ce soir ou demain matin ou plus tard. Il ne vient pas pour 3 mois. Non, mais c'est clair que Zidane, il viendra pour un projet. Zidane ne vient pas pour 3 mois. Il vient pour 2 ans et demi en tout cas. S'il prend 2 ans et demi, il prend un risque. Ouais. Il faut rebâtir du côté du Real Madrid. Il y a eu fin de cycle marqué par le départ de Cristiano Ronaldo. Mais enfin, on est obligé de parler désormais de départ. Je ne sais pas, moi je vous donne les noms comme ça en vrac, Kroos, Isco, voire même Marcelo. C'est tabula rasa, là, il faut recommencer à zéro. Oui, mais ils ont atteint un tel niveau qu'il faut trouver des joueurs pour maintenir ce niveau, même l'élever un petit peu ce niveau-là. Quand vous êtes dans un championnat 10e ou 12e, renforcer l'équipe, c'est pas difficile. Mais quand vous êtes 1er ou 2e, comme ça a été le cas pour Madrid, c'est pas simple de trouver les joueurs. Maintenant, il suffit d'en trouver 1 ou 2 qui pourront entraîner les autres, si c'est possible. Mais je crois que justement, le changement d'entraîneur aujourd'hui, et justement dans l'optique de la saison prochaine, on voit ce qui s'est passé au début de saison avec Lopetegui. Hein, il y a eu vraiment une erreur de casting dans la manière de communiquer et dans l'entraîneur. On a vu ce que ça donnait au début de championnat. Il n'a pas pu préparer finalement son équipe parce qu'il arrive un petit peu sur le tard, entre guillemets. Donc finalement, OK, c'est le Real Madrid, mais la succession de Ronaldo, elle n'a pas été gérée. On prend Mariano Diaz au dernier moment parce qu'il faut absolument prendre un attaquant. Aujourd'hui, on voit que ce n'était pas la solution. Donc peut-être que de revenir maintenant, avec encore 3 mois devant, de pouvoir préparer un mercato parce que effectivement, Modric va partir. Voilà. Et je pense que c'est peut-être intelligent. Si c'est Zidane qui revient, ça peut être intelligent. En tout cas, l'entraîneur qui va revenir maintenant a la lourde tâche de préparer la saison suivante, de bien finir celle-ci. Hein, parce que le Real Madrid doit finir 2e du championnat. Aujourd'hui, c'est inévitable par rapport à leur saison. Donc, ils doivent absolument faire quelque chose. Donc, je pense que c'est une bonne idée de Zidane de revenir, peut-être que ça sera un autre, on verra. En tout cas, grosse surprise avec cette élimination du Real Madrid. Il y a un 3e club avec aussi le PSG, mais le 3e club qui est quand même en danger, c'est la Juventus. Est-ce que vous voyez la Juventus être sortie par l'Atlético 2-0, ça ne sera pas évident quand même à... Oui, je pense que ça va se faire compliqué. Ça va être un match... Parce que c'est l'Atlético aussi qui défend, mais remarquablement bien. Et ce n'est pas la défense sans enlever du Real Madrid actuel. C'est pas... Non, ça va être très, très compliqué. Depuis Manchester contre Paris Saint-Germain, moi, je ne fais plus de pronostic. On est assez d'accord. Vous risquez de vous tromper. Hein, à mon avis, ça va être quand même plus compliqué quand on voit la grinta des joueurs de l'Atlético, de leur entraîneur, notamment Godin au match aller. On sait déjà c'est
contacté comme quoi il va partir. Ouais, puis ce qui va être compliqué, c'est que la Juventus doit absolument faire le jeu. Doit prendre des risques. Doit prendre des risques. Et on sait que l'Atlético, ils sont bons défensivement, mais devant... Et Morata va c'est pas mal aussi. Alors justement, on verra ça demain. C'est Daniel Romano qui commentera ce match retour depuis Turin. D'ailleurs, il est arrivé en Italie aujourd'hui. Il va nous offrir un petit tour du propriétaire, Daniel. Les supporters de la Juventus qui n'y croient qu'à moitié à ce retournement de situation. On rappelle que la Juventus doit marquer 2 fois sans encaisser pour décrocher une éventuelle prolongation dans ce 8e de finale de la Champions League programmée mardi soir ici au Juventus Stadium. Je me trouve dans la zone technique de Massimiliano Allegri, le coach de la Juventus. Juste sur ma droite, c'est le banc de la Juventus. Celui de l'Atlético est juste un petit peu plus loin sur ma droite. Les fans de l'Atlético, eux, sont très inquiets. On a pu parler avec certains d'entre eux. Ils craignent l'ambiance qui va régner ici au Juventus Stadium et puis évidemment les absences importantes du côté de l'équipe de Diego Simeone avec notamment Felipe Luis absent, Diego Costa qui est également suspendu. Voilà, en tout cas ici les derniers préparatifs sont en cours et puis j'en profite pour poser une petite question à André Boschetti. On sait que vous suivez le FC Lausanne Sport, mais vous êtes également un fan de la Juventus. Est-ce que le retour d'Alvaro Morata qui a joué 2 ans ici à la Juventus, le retour de l'Espagnol qui est l'homme en forme du moment peut faire la différence en plus de tout le reste, de ses défenses de fer et puis surtout de ses coups de pied arrêtés où il faudra retenir son souffle à chaque coup franc, à chaque corner ici au Juventus Stadium. Bonne fin d'émission à tous. Réponse. Oui. Non, effectivement, Morata m'inquiète un peu. J'aime beaucoup ce joueur. Et puis, il va trouver un contexte assez favorable. Il est très, très rapide, très habile en contre. Et surtout, il a une envie énorme de briller contre la Juventus parce que lui voulait revenir à Turin et les dirigeants lui ont gentiment fermé la porte ces 2 dernières années. Voilà. Donc, je me méfie beaucoup de lui. Merci pour ce témoignage, André Boschetti. On va complètement changer, enfin, complètement, c'est pas tout à fait le cas. Il y a un thème à la mode actuellement, si je vous dis la VAR. Pas de Molière, mais je vous parle de l'assistance vidéo. Elle est utilisée depuis ses 8e de finale en Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a pesé sur des matchs, voire même sur les qualifications de Manchester et de l'Ajax. C'est notre séquence bavardage. Et les premières images que je vais vous remontrer concernent bien entendu ce fameux penalty accordé à Manchester dans les arrêts de jeu. À Paris, il va entraîner le but qui élimine le PSG. Alors je vais simplement vous demander votre sentiment sur cette action, faute de main de Kimpembe ou pas. L'UEFA, en tout cas, elle s'est sentie obligée de se justifier par communiqué, ce qui n'est déjà pas très bon signe à la base. Alors, quel est votre avis là-dessus? Allez-y, Gilbert. Si j'étais supporter de Paris Saint-Germain, je dirais non, jamais, il y a pénalty, quoi. Mais comme je suis plutôt neutre, je dis bon, l'arbitre peut le siffler. Il est sévère, mais il peut le siffler. David du joueur? Moi, par contre, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Et moi, je me suis fait pas mal chambrer dans les vestiaires, notamment après ça, mais je comprends pas. Je reste persuadé que c'est très compliqué pour les arbitres maintenant, du fait qu'ils ont rajouté plein de règles. Avant, c'était intentionnel ou non intentionnel et c'était réglé. Maintenant, avec l'angle de la caméra, on peut croire qu'il a le bras très écarté. Et je suis persuadé que si on voit à l'angle de la caméra depuis derrière, c'est-à-dire depuis là où le joueur frappe, le joueur se tourne et le bras est collé au corps. Ouais. Et je me demande comment on peut. Alors que l'UEFA nous dit que l'arbitre a confirmé que la distance parcourue par le ballon n'était pas courte et que l'impact ne pouvait donc pas être inattendu. En plus, il tournait le dos au jeu, c'est vrai que c'était quand même un peu compliqué pour Kimpembe. Ouais, c'est pas évident, mais sévère, à mon avis aussi. Ouais. Mais il peut le siffler. Ouais. Voilà. Vous savez que certains arbitres commencent à dire que cette VAR, ça leur met quand même une sacrée pression sur les épaules et que ça peut nuire à la qualité de leur jugement. C'est vrai que l'assistance vidéo remet souvent en cause leurs décisions. J'ai d'ailleurs ici un tableau à vous montrer. Il s'agit là, selon les compétitions, du pourcentage de consultation de la VAR qui a entraîné une modification de la décision de l'arbitre. Là, je dois préciser qu'on n'a pas tenu compte des résultats de ces derniers jours. C'était un peu compliqué de tout compiler pour ce lundi. Alors on sait par exemple qu'on applique la VAR en Ligue des Champions, je vous l'ai dit, depuis ses 8e de finale. À 6 reprises, on a fait appel à la vidéo et à 6 reprises, l'arbitre a changé sa décision. C'est du 100% de réussite pour l'assistance vidéo. Et à l'autre bout du classement, en Italie par exemple, les arbitres n'ont pas changé leur décision 1 fois sur 3, mais l'assistance vidéo, et là on a quand même une preuve statistique, a une vraie influence sur les résultats d'un match. Ça doit quand même gêner les puristes.
Mais ça veut dire peut-être que les arbitres italiens sont bons, pour finir. Ou qu'ils cachent, peut-être qu'ils veulent cacher certaines de leurs erreurs. Je trouve qu'on abuse un petit peu les arbitres des fois. Moi, j'ai vu un match là cette semaine, je ne sais plus lequel, j'en vois tellement en disant, mais il y avait un hors-jeu, on a vu que le hors-jeu était flagrant, quoi, au moins 1m50, quoi. Et tout à coup, je vois l'arbitre qui fait comme ça, et puis les trucs, et puis il écoute, il va voir l'écran, il revient, on perd 2 ou 3 minutes, alors que le hors-jeu est tellement flagrant qu'on a vu du premier coup qu'il y avait hors-jeu, quoi. Donc je pense qu'on ne devrait pas en abuser, quoi. Ouais. Moi, je pense aussi qu'on ne devrait pas abuser, on devrait avoir un certain nombre de VAR pendant le match, pas plus. On voit en Italie, il y a eu un problème avec un match, je crois que c'était Fiorentina, Inter. Maintenant. Fiorentina. Où il y a une action. Ouais. On annule le but. On va trop loin. On marque un but, on annule, et puis... En Allemagne, là, on va à l'extrême, et j'avais vécu cette situation Marseille-Lyon à Lyon, où Marseille a la même configuration, mais ne marque pas le but, donc le pénalty est sifflé. Mais la question que je me suis posée à ce moment-là, c'était s'il y avait eu but. Et on l'a retrouvé quelques mois après. C'est ça qui est peut-être l'extrême où... En Allemagne, les joueurs sont rentrés au vestiaire. Hein. L'arbitre a regardé, ils sont revenus... Christopher Routis, très vite, parce que normalement, l'année prochaine, vous devriez connaître la VAR, puisque théoriquement, vous jouerez en première division helvétique, si vous êtes toujours à Servette, vous, en tant que joueur, j'imagine. La VAR, vous la voyez comment? Ça vous réjouit? C'est compliqué, je pense. Dans certaines situations, à mon avis, pour les arbitres, ça ne doit pas être simple. Et justement, plus on a de vidéos, plus on rajoute des règles. Et justement, pour les arbitres, c'est compliqué. Et notamment la main qu'il n'y a pas eu. Contre Haro, personnellement, je ne fais pas main. Et je suis ralenti depuis derrière. On a l'impression que je sors mon bras complètement, alors que mon bras était collé au corps. Donc je pense que ça sera compliqué pour les arbitres. C'est compliqué. Regardez, une deuxième séquence qu'on a voulu ressortir concerne le duel entre l'Ajax et le Real. Imaginez le tollé si on avait annulé un but sur la base d'une action qui s'était déroulée bien plus tôt. Vous vous souvenez de cette action avec le ballon qui est peut-être sorti du terrain, remis en touche, l'arbitre qui laisse jouer, et puis du coup on a ce but magnifique de Tadic. Mais on est revenu en arrière avec la VAR pour voir, regardez ici, si le ballon était sorti, dehors. Oui ou non. Là, c'est quand même allé très très loin. Je pense qu'il est dehors. Oui et non. On a parlé beaucoup. Personne ne le sait finalement. On a parlé beaucoup du Real ce soir, mais je crois qu'on aurait dû parler surtout de l'Ajax, quoi. Parce que, encore une fois, cette jeune équipe me rappelait l'équipe de Cruyff il y a tellement d'années. Mais malheureusement, contrairement à 1970, ils ne vont pas pouvoir la garder. Et elle va être démantelée l'été prochain. C'est ça qui est triste. Aussi 2-3 ans après, quoi. Oui, mais 2-3 après avoir gagné 3 fois la Coupe des clubs champions. Avec Barcelone. Hein. Oui. Mais Barcelone n'était pas du tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Non. C'est grâce à lui si Barcelone est devenu... bien sûr. Après, oui. C'est comme Messi qui a tout gagné avec Barcelone, mais avec l'Argentine... il n'y arrive pas, quoi. Mais donc, pour revenir à cette action, je pense que ça, c'est les excès de la VAR qui, avec le temps, doivent disparaître. Alors, on ne doit jamais revenir... le ballon ou pas? Sur une touche. Pardon? Le ballon était dehors sur le tacle. Moi, il me semble pas. Franchement, selon les angles, c'est très difficile. Il y a un angle de caméra, on peut penser qu'il est dehors, et dans l'autre angle, on voit clairement qu'il est dehors. Mais on ne doit jamais revenir... Mais la VAR, ça peut servir à dire s'il y a touche ou pas touche, parce qu'après, il a encore fallu 4 minutes de discussion, 4 minutes d'attente avant la décision. Ça va pas. Justement, je rejoins ce que vous avez dit avant, là, ça va trop loin. C'est-à-dire qu'il y a eu touche, il y a eu encore, je crois, c'est 6 ou 7 passes avant qu'il marque. Il y a la pression qu'on met sur les arbitres. À dire penalty, hors-jeu qui amène un but, la ligne, mais maintenant il y a la goal line technologique. Qui sont les vrais arbitres aujourd'hui? Ceux qui visionnent les vidéos dans le bus, ou bien c'est l'arbitre qui est sur le terrain? Non, finalement c'est l'arbitre quand même qui prend la décision. Mais malheureusement il prend la décision, mais on lui met une telle pression pour qu'il peut changer. En fait aujourd'hui la problématique à mon avis c'est ça, c'est que finalement un arbitre, jusqu'à maintenant il prenait une décision bonne ou mauvaise, c'était fini. Là maintenant on lui met finalement une pression supplémentaire pour qu'il réfléchisse si sa décision était bonne ou pas. Donc c'est vrai que je pense que les arbitres sont... Je serais curieux de voir d'écouter un peu les arbitres par rapport à cette VAR. C'est ça, je pense, qui est intéressant. Il y a une pression sur eux maintenant, ils commencent à se plaindre. Elle évite quand même des erreurs grossières. Je prends le match de Ligue des Champions du même jour entre Porto et Rome, où le 3e but de Porto, c'est une faute flagrante de Florenzi sur l'attaquant portugais, que l'arbitre n'a pas vu. Et grâce à la VAR, il a pu corriger son erreur, accorder le pénalty à Porto qui s'est qualifié.
Si ça n'avait pas été le cas, on allait peut-être au tir au but et la Rome se qualifier. Par le passé, mais combien de qualifiés y a-t-il eu alors que ça devait être le contraire, finalement? Il y a eu une personne qui est contre, c'est Michel Platini, toujours. Il y a eu une interview aujourd'hui ou hier dans le journal, il est toujours contre. C'est son opinion, il la conserve. Et même l'arbitre Chaperon aussi, il n'a pas été tendre, notamment dans l'histoire du Paris Saint-Germain. L'UEFA qui se sont obligés de se justifier par communiqué, ça fait déjà 2 fois. C'est pas très bon signe, ça, quand même. Les polémiques. De toute façon, ça vient juste de commencer également, donc ça va être perfectible au fil des années. Après, voilà, c'est clair que ça met de la pression sur des arbitres. Des fois, il y a 4 arbitres en plateau qui ne sont pas capables de prendre la décision et qui demandent à l'arbitre central de venir voir les images. C'est-à-dire que les 4 ne sont pas capables de prendre une décision, donc lui seul doit prendre la responsabilité. C'est-à-dire que par moment, même suivant avec les images qu'on peut avoir, c'est compliqué. La pression est énorme sur les arbitres, je pense, beaucoup plus qu'avant. Surtout au vu des enjeux. Oui, alors que c'était censé pour enlever de la pression. Effectivement. Voilà. Et je pense que malheureusement, c'est l'effet pervers et on revient un peu en arrière, où l'arbitre est encore plus sous pression qu'avant. Parce que finalement... Rapidement, parce que vous avez entendu, on arrive à la fin du match. Juste pour le pénalty contre Paris Saint-Germain, finalement, c'est l'impression première de l'arbitre qui doit primer. Il a vu cette main, il a estimé qu'il n'y avait pas main, qu'on aurait dû rester là-dessus. Voilà. Il nous reste moins de 5 minutes dans cette émission. Je veux quand même parler un petit peu de Servette. 8 points d'avance, dites donc, sur le Lausanne Sport. Bravo. Cette fois-ci, ça se dessine de plus en plus, ou bien je la joue toujours modeste? Non, on continue à travailler. C'est pas un discours qu'on nous demande de réciter. On a un calendrier qui va être compliqué jusqu'à la fin. Et voilà, on va prendre les matchs les uns après les autres. 13 des 14 matchs, vous les gagnez avec au moins 2 buts d'écart. Plus de la moitié avec 3 buts d'écart ou plus. Il y a quand même un écart de différence avec les suivants, non? Un écart de différence, je ne sais pas. Après, nous, on a une certaine confiance. Voilà, on retrouve maintenant le rythme qu'on a eu du mal à redémarrer, je dirais, comparé avec l'intensité qu'on avait fini cette saison. Maintenant, on sent que voilà, on commence un petit peu à digérer les charges et je pense que ça va aller en s'améliorant. Mais il va falloir qu'on reste sérieux parce que rester humble et ambitieux, quoi. Voilà, on est sur notre force, ça c'est clair. On est conscient qu'on peut faire de grandes choses, mais maintenant il faut le prouver. André Boschetti, vous êtes suiveur du LS, on y croit encore du côté de la Pontaise? Oui. La première place? C'est l'objectif du club. Place de barragiste. Maintenant, il y a 8 points d'écart, il y a encore 2 confrontations directes. Ce que j'ai vu samedi à Lausanne pendant presque 1 heure m'a beaucoup plu. Après, c'est un autre discours. J'ose croire, parce que je suis optimiste, que le déclic peut encore se produire. Je pense qu'on aura un bon début de réponse samedi prochain, si enfin ils arrivent à s'imposer de façon convaincante à l'extérieur, ce qui arrivait très rarement, en l'occurrence à Chafouz. Ça peut enclencher quelque chose et Servette est largement favori, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas encore joué. Oui. L'avis de l'agent qui va peut-être se retrouver avec plusieurs joueurs en Super League l'année prochaine. Pas encore joué, c'est clair. Je pense que le Servette doit prendre les matchs les uns après les autres, sérieusement. Lausanne doit commencer à gagner parce que 13 matchs nuls, je crois, depuis le début de la saison. Lausanne est l'équipe qui a eu le moins de défaites. 2 défaites cette saison. Je crois que Servette en est à 4. Donc quand on dit ça, Servette a 4 défaites, Lausanne 2 défaites, mais malheureusement Lausanne a 13 matchs nuls. Alors pas joué, je me rappelle, alors j'avais un joueur à l'époque du Servette qui avait 14 points de retard, je ne me rappelle plus le nombre de journées, mais qui a réussi à faire un retour incroyable et qui est monté. Lausanne en 2016 ou aussi. 2012. Voilà, aussi. Donc je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux, ça va être compliqué. La Challenge League est un championnat compliqué. Servette est sur de bons rails. Voilà. Lausanne doit maintenant effectivement marquer des points. Il nous reste 2 minutes. J'avais encore une question puisqu'on parle de Lausanne. Tiens, on va mettre du synthétique au tuyère. Ah, ça a l'air de vous réjouir, ça, Gilbert Grèce. Vous voulez qu'on quitte le plateau? Ça devrait être interdit. Je pense que je ne suis pas le seul de cet avis. On sent plus l'herbe, on sent plus le gazon, quoi. Tant pis s'il faut un petit trou quelque part, mais il faut sentir le gazon, quoi. Mais ce qui est sidérant, c'est que Ineos, les propriétaires, se sont battus pendant des mois et des mois pour faire changer d'avis la municipalité. Ils voulaient prendre tous les frais à leur charge pour mettre une pelouse naturelle, en bons anglais. Et maintenant, sur un prétexte acceptable ou pas, on verra, ils vont provisoirement, j'espère, mettre... Le provisoire qui dure en général. C'est la crainte, de... Le synthétique, c'est pas mal. Quand on connaît, par exemple, Chiasso, vous dites le synthétique, finalement, c'est pas mal. Ouais, moi, honnêtement, je suis pas pour le synthétique.
Je pense que ça doit aller bien à des joueurs qui sont un petit peu vivaces, les petits joueurs aussi notamment. Pour les jeunes aussi, en hiver ils peuvent jouer sur synthétique. Mais le bon compromis, je pense que c'est la pelouse de la Praille qui est un bon compromis, c'est pelouse hybride. Oui. Qui demandent beaucoup plus d'entretien, effectivement, mais qui sont quand même, qui ont leurs avantages. Ce qui était prévu à la Tuyère, c'était une pelouse hybride. Maintenant, on ne jure que par ça. Voilà. Vous savez qu'en championnat de Belgique, on suit la Belgique sur Téléclub, vous le savez, avec un match en alternance avec l'Écosse et avec la Hollande, également tous les week-ends. Vous savez qu'en 2020, il n'y aura plus de pelouse artificielle en Belgique. Je crois que c'est Saint-Tron. On dit que Saint-Tron, qui est 5e du classement, est avantagé par le fait qu'il y ait une pelouse artificielle. Mais c'est le cas. C'est pas le cas du côté de la maladie. On se demande pourquoi, finalement. Donc finalement, à Lausanne, on fait exactement le contraire de ce qui devrait arriver partout, c'est-à-dire de plus en plus, on va retirer le synthétique pour remettre de la pelouse naturelle, mais pas à Lausanne. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça qui vous étonne. C'est étonnant, ouais. C'est étonnant, de nouveau, surtout qu'on va plus vers des pelouses hybrides, et puis là, on revient un petit peu en arrière. Alors, je connais pas le dossier. La chose qu'on peut espérer, c'est que ce soit provisoire. Voilà, et quand ils auront leur nouveau centre d'entraînement, ils changeront la pelouse. Messieurs, on vient de vivre nos 5 minutes de temps additionnel et ce match est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre engagement, ça a été passionnant. Merci pour votre participation. Quant à vous, surtout, restez avec nous sur Téléclub Zoom, puisqu'à 20h20, vous allez pouvoir suivre en accès libre un match de la 27e journée de la Serie A italienne, un match qui va opposer la Roma à Empoli. Philippe Macherel et Andy Graff étaient aux commandes ce soir. Pas de match après match. La semaine prochaine, on sera en train de mettre la dernière main à un tout nouveau studio. Vous verrez ça. Bon retour chez vous, messieurs. Merci encore une fois de vous être déplacés. Et quant à vous, excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Bye bye.